L'endettement. Revenons sur Terre en considérant maintenant comment le contournement par l'endettement interagit avec les autres contradictions de manière à produire une situation non durable, une crise sans issue. Le simple bon sens suffit à savoir qu'il s'avère impossible de vivre toujours plus à crédit. Ceci est vrai pour un ménage ordinaire, dont la dette ne peut pas croître indéfiniment, puisque son revenu plafonne fatalement. Pour un État, dont la durée de vie n'est pas a priori limitée, la situation semble certes un peu différente, puisqu'il est possible de faire rouler la dette, est-ce pour autant faisable à l'infini? L'existence même des agences de notation de la dette d'une entité quelconque démontre que non. Il suffit en effet à ceux-ci de changer leurs notes, pour qu'immédiatement les prêteurs réorientent leurs capitaux vers des actifs plus adéquats. Si votre note devient trop mauvaise, faire rouler la dette sera plus coûteux, taux d'intérêt plus élevé, ce qui, toutes choses égales par ailleurs, finit par accroître la dette exponentiellement. Pire, à partir d'un certain niveau, cela deviendra même impossible, plus personne ne voudra plus vous prêter. C'est dans ces circonstances que des institutions comme le FMI interviennent pour redresser les finances d'un pays, comme ce fut le cas de la Grèce en 2008. En conclusion, même pour les États, la dette ne peut pas croître de manière illimitée. La dette des pays impérialistes, en commençant par les USA, n'est plus tenable, car elle suit une courbe d'allure exponentielle, en raison principalement de l'augmentation des dépenses. À cela s'ajoute l'accroissement inquiétant du service de la dette, les intérêts à payer commencent à entrer dans une spirale auto-alimentée. Cela alors même que les taux d'intérêt demeurent sous contrôle. C'est-à-dire que le mécanisme d'emballement traditionnel n'est même pas encore à l'œuvre. Or une croissance exponentielle, dans le monde réel, cela n'existe pas, dans aucun domaine. Cette situation amène les acteurs des marchés à chercher des alternatives. Par l'achat d'actifs tangibles tout d'abord, en particulier de l'or dont la croissance de la valorisation sur les 20 dernières années l'illustre de manière particulièrement édifiante. Ce mouvement de fond signale la défiance croissante des détenteurs de capitaux vis-à-vis de la monnaie. P1C1 à 4D1I1, cours de l'or en dollars US de 1973 à 2025, https://or/cours/USD-historical-chart. En second lieu, par la tendance à chercher des alternatives au dollar US. C'est le sens premier des travaux menés en ce sens par les BRIC+. Soit en échangeant directement en monnaie nationale, ou bien en mettant en œuvre une monnaie alternative établie sur un panier de valeurs plus tangibles, dont des matières premières. Bien entendu, cette hypothèque sur la crédibilité des monnaies et des États amène les dirigeants des principaux pays capitalistes à trouver des issues. La planche à billets a été utilisée à plusieurs reprises ces dernières années dans des proportions considérables. Cette astuce a été nommée quantitative easing. Le problème, c'est qu'elle a tendance à faire galoper l'inflation, qui est la ligne rouge de la BCE. Ce qui érode le capital. Jusqu'ici toutefois, les acteurs de la finance sont parvenus à cantonner l'augmentation de la masse monétaire en s'assurant qu'elle s'oriente exclusivement vers les plus gros détenteurs de capitaux. C'est ce qui, avec et en combinaison avec le, fait s'envoler la valorisation des actifs, actions, immobiliers, etc., tout en laissant les salaires quasi constants. Il en résulte une explosion des inégalités de richesse, un appauvrissement des travailleurs productifs, et en premier lieu des salariés. Ceci contribue à alimenter le « car le réel finit toujours par percoler », quelque efficace que soit la communication, ou plutôt la propagande. Une radicalité des alternatives et des oppositions dont, d'une certaine manière, le phénomène Trump est une manifestation. Alors, il tente de désendetter les USA, de les réindustrialiser, de se confronter à la Chine. Pourtant, il est douteux qu'il y parvienne tant cela impliquerait plutôt la mise en œuvre de politiques de long terme peu compatibles avec les coups de volant brutaux. La perspective d'une destruction majeure de capital apparaît plus probable. Sous la forme extrême d'un défaut de paiement, par exemple, les conséquences prévisibles incluent la fin de la domination du dollar US et la perte de la place centrale de l'euro sur le vieux continent, notamment pour la France. Une autre possibilité moins extrême consiste à confisquer une partie de l'épargne de la population. Ceci s'est pratiqué au moment de la crise grecque de 2008. On peut d'ailleurs compter sur les idéologues réformistes de gauche pour légitimer ce geste confiscatoire et ainsi venir au secours du système capitaliste aux abois. Enfin, le recours ultime, lui aussi pratiqué à de multiples reprises, la guerre.
C'est-à-dire la destruction massive de capital. Un grand reset en quelque sorte. À l'issue duquel, après des destructions massives, un immense champ d'investissement est censé s'ouvrir. Le problème désormais, avec la bombe atomique, avec l'émergence de la multipolarité du monde, c'est que l'existence d'un après apparaît plus qu'incertain. Pire, la désindustrialisation résultant de la politique de mondialisation, mais aussi et surtout rend la victoire plus qu'incertaine, et, à vrai dire, la défaite des impérialistes quasi inévitable. Alors, c'est là que la barbarie peut devenir la plus extrême, car le nihilisme des néolibéraux, la destruction de la raison et la faim sociale et spirituelle inassouvie ont atteint un degré tel, que la tentation de précipiter l'humanité dans le néant pourrait séduire une génération sans enfants. Non, décidément, le système capitaliste n'est pas durable, veillons, prions même, pour qu'il ne nous entraîne pas tous dans sa chute. Nouveaux marchés où investir. Ces nouveaux marchés sont pour la plupart totalement artificiels, confèrent. Et, c'est-à-dire ne correspondant pas aux véritables besoins des hommes, du corps comme de l'âme. Ils sont donc non seulement inutiles et inefficaces, mais aussi et surtout destructeurs. Voici quelques exemples typiques de ce phénomène. Les éoliennes, inefficaces car l'énergie primaire, le vent, est très diluée et intermittente, destructeur des cadres de vie et de la faune. Les véhicules à nouvelles énergies, batteries très lourdes et à autonomie limitée, destructrices par les incendies, voire les explosions, mais avant tout par les processus d'extraction des matériaux nécessaires, et dont le recyclage n'est pas au point. La chirurgie trans-astérisque, évaluer l'inefficacité de la chirurgie esthétique s'avère facile tant elle saute aux yeux dès que l'on voit ses résultats sur des célébrités, destructeurs de l'humain tel qu'il est en son âme, mais aussi mutilateurs des corps. Des valorisations boursières d'entreprises actrices de ces nouveaux marchés totalement décorrélés de leur activité réelle, avec, dans le même temps, des pénuries de certains produits courants à faible valeur ajoutée. Il serait bien évidemment aisé de multiplier les illustrations et de les approfondir, je laisse ce soin aux lecteurs et aux nombreux experts de divers domaines, comme la médecine. Un autre axe d'analyse de la folie de toujours chercher de nouveaux marchés, d'avoir sans cesse besoin d'accumuler du capital, de l'exigence de la croissance pour faire survivre le système, confère. Et résumé. Dans la célèbre formule de l'économiste Kenneth Boulding, celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Parce que non, quoi qu'en disent les contradicteurs de Boulding, il n'est pas possible que la population mondiale croisse indéfiniment, non, il n'est pas possible de consommer toujours plus d'énergie, surtout si elle est d'origine fossile ou extractive, non, le stock de matières premières n'est pas illimité, et elles ne sont pas recyclables à l'infini, et il n'est pas vrai non plus qu'il soit possible de polluer sans limite, surtout avec des déchets industriels artificiels, tout en conservant un environnement sain, voire viable. La décroissance ne consiste pas en un choix, comme certains voudraient nous le faire croire, qu'il soit pour ou contre d'ailleurs, elle est simplement inéluctable. Seul est durable un système, un modèle de société qui viserait et réussirait à atteindre l'homéostasie avec notre environnement. Ceci implique qu'il serait régulé de telle sorte qu'il oscille autour d'un point d'équilibre en faisant interagir harmonieusement des forces opposées. Ce type d'organisation se retrouve tant dans la nature, systèmes thermodynamiques ouverts loin de l'équilibre, que dans les dispositifs de régulation industrielle, tels les régulateurs de vitesse. Le système capitaliste n'a pas les caractéristiques d'un tel système, puisque lorsqu'il le régule, il le fait par la catastrophe, confère. Destruction de capital et de produits invendus, faillite, etc., ou bien par l'exploitation de la ressource jusqu'au dernier individu, c'est pourquoi il n'est pas durable.